L'invité de la matinale, c'est Nabil Adel. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV pour nous parler de cette guerre en Ukraine, 4e anniversaire de l'offensive russe. On vient d'en parler largement. Vous êtes, je le rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA. Avec vous, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer actuellement. On va peut-être pas refaire l'histoire depuis 4 ans parce qu'on l'a suivi, alors peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement. Et on va essayer aussi, si vous voulez bien, de regarder de l'autre côté, du côté russe, ce qui est en train de se passer, de se produire. Alors ce qu'on constate d'abord, c'est qu'il y a des discussions dites de paix. Pour l'instant, même si on s'assoit à la même table, c'est au point mort. En tout cas, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, la Russie cherche à travers ces négociations à gagner le maximum de temps. La Russie a trois exigences majeures qui sont refusées du côté ukrainien. Aujourd'hui, la Russie veut que l'Ukraine reconnaisse la nouvelle réalité territoriale, c'est l'annexion des 5 territoires, la Crimée, Luhansk, Zaporijka et les 3 autres régions. Elle veut que l'Ukraine renonce définitivement à toute adhésion à l'OTAN et puis qu'elle soit neutre militairement. Alors, ce à quoi l'Ukraine oppose un sanglant refus. Et donc, nous sommes au point mort. Donc, d'un point de vue russe, cette guerre se situe à une échelle beaucoup plus globale, puisque Poutine, qui est connu pour être inflexible dans les négociations et jouant sur le temps, est très stratégique, donc il ne renonce à rien. Et puis surtout, il veut que la réalité du terrain soit reconnue. Dans son esprit, lui, c'est une guerre contre l'Occident. Et donc, à travers ça, il cherche à mobiliser le peuple russe, mettant en jeu la sécurité de la Russie, qui est envahie et agressée par l'Occident. Et donc, c'est une guerre qui est dans son esprit beaucoup plus globale. Alors, d'un point de vue purement militaire, nous sommes en présence alors on ne va pas dire un équilibre, il y a une supériorité russe, mais ce n'est pas une supériorité qui est décisive et qui va lui permettre de trancher sur le sort de la guerre. Oui, alors justement, parlons-en, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a 4 ans, jour pour jour, on voyait les chars, les troupes entrer sur le sol ukrainien. Tout le monde pensait que la Russie n'allait en faire qu'une bouchée de l'Ukraine, mais ça dure depuis 4 ans. On peut dire même que le conflit s'est enlisé. Et maintenant, c'est finalement quelques régions qui sont revendiquées par les Russes. Alors c'est déjà beaucoup pour les Ukrainiens, mais au départ, on pensait que c'est toute l'Ukraine qui allait être embarquée dans le giron russe. Il faut quand même se l'avouer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour la Russie de sauver la face ? Alors, tout le monde, non. Tout le monde ne pensait pas que la Russie allait occuper l'Ukraine rapidement. D'ailleurs, à Média, on m'avait invité à l'époque, j'avais dit que, attention, on est en train d'attirer la Russie vers une guerre d'attrition. Parce que la Russie n'est pas face à l'Ukraine, elle est face à tout l'Occident et toute la puissance d'Occident. Et effectivement, certains analystes, quand on analyse Russie-Ukraine, effectivement, on est en position de dire, bon, voilà, les rapports de force sont largement en faveur de la Russie, mais quand on situe la guerre beaucoup plus globalement, telle que la personne de ce Poutine, non, nous sommes en train d'assister à une guerre de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, est-ce que la Russie ne chercherait pas à sauver la face? Alors, la réponse est très nuancée parce qu'aujourd'hui, les revendications de la Russie sur les 5 territoires sont des revendications réelles. Elle est appuyée par le terrain. Il y a des dissensions dans le camp occidental. Nous venons de voir le veto de Viktor Orban. Les Européens ne sont pas unanimes. Les États-Unis vacillent d'une administration à une autre. Donc maintenant, l'administration Trump est dans une position où elle cherche à avoir un accord. De l'autre, effectivement, malgré ces gains, la Russie reste pénalisée par cette guerre. Le coût humain commence à devenir important dans un pays qui connaît des problèmes démographiques. On ne peut pas continuer à envoyer des soldats au front dans une boucherie qui n'a pas de fin en vue. Donc la situation est tendue, mais ceux qui connaissent la méthode russe des négociations savent que la Russie, depuis l'Union soviétique, la Russie ne lâche rien. Même quand elle obtient ce qu'elle voulait, elle va toujours demander quelque chose de plus. Elle joue sur le changement
de tête dans les démocraties occidentales. Hier, c'était Biden, aujourd'hui, c'est Trump, demain, ça peut être un autre président. Et puis surtout, pour la Russie, elle a le temps devant elle. M. Poutine a consommé 5 présidents américains, dont certains ont fait 2 mandats. Et donc, il a tout son temps pour lui, contrairement aux administrations américaines, qui, au gré des présidents, peuvent changer de position, perdre la mémoire de la guerre, alors que la Russie a pris ce Oui. dossier. Alors c'est difficile d'être dans la tête du président russe, Vladimir Poutine, bien entendu, mais selon vous, à quel moment il pourrait dire, bon, ok, maintenant, stop, on signe un accord? À partir du moment où il aura obtenu une forme de capitulation de l'Ukraine? Alors, dans deux cas. Dans 2 cas. Alors, et ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Alors, premier cas, c'est que le coup devient vraiment difficile à porter pour la Russie. Si pendant plusieurs mois, il y a beaucoup de victimes russes et une économie qui est vraiment à genoux, là, je pense qu'il peut afficher une certaine flexibilité dans ses demandes. Et même là, je pense qu'il pourra continuer à tenir. Alors, deuxième situation, c'est qu'il obtienne effectivement ce qu'il veut, mais ça, je pense, c'est très peu probable parce que cela voudrait tout simplement dire une capitulation, pas de l'Ukraine, mais de l'Europe. Et là, l'Europe va voir le spectre de la guerre revenir à cette frontière, un spectre qui croyait disparu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et d'aucuns estiment que M. Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine s'il obtient ce qu'il veut et qu'il peut avoir des velléités sur d'autres territoires. Bon, objectivement, ça va être difficile pour lui parce que déjà sur l'Ukraine, il a connu une forte attrition. Donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir des visées ailleurs, même s'il va s'imposer comme la force militaire suprême en Europe. Mais je ne pense pas qu'il ait d'autres velléités. Alors, le troisième cas, c'est que M. Poutine est quand même dans un âge avancé et qu'il y a des problèmes de santé ou il y a une disparition qui peuvent rebattre les cartes parce que n'oublions pas que c'est une guerre de M. Poutine. Est-ce que selon vous, cette guerre en Ukraine, globalement, et puis aussi ce qui est devenu Vladimir Poutine depuis 4 ans, qui a, on peut le dire, changé aussi un petit peu d'attitude vis-à-vis des Occidentaux en général et des États-Unis aussi, avec des allers-retours suivant, vous avez dit vous-même, les administrations qui se sont succédées depuis 4 ans. Est-ce que selon vous, Vladimir Poutine a imposé quelque part un nouvel ordre mondial ? Alors, Vladimir Poutine a changé depuis 2008, depuis la guerre de Géorgie. Il faut rappeler que Poutine a tout fait pour se rapprocher de l'Occident. Et à un certain moment, ça semble un peu bizarre d'entendre aujourd'hui, qu'il a même proposé de faire partie de l'OTAN. Et je rappelle qu'à son arrivée, quelques mois après son arrivée, le FMI a débloqué 12 milliards de dollars d'aide à la Russie avec un paquet d'aide. Et puis, les multinationales ont afflué vers la Russie pour sauver son économie. Donc, il y avait une certaine lune de miel. Et je rappelle que lui était un acteur majeur dans la guerre de George W. Bush sur le terrorisme après les attentats de 2001. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu se rapprocher de l'Occident, mais il a connu déception sur déception. L'Occident a continué à s'étendre jusqu'à toucher ses frontières. Et là, en 2008, la goutte qui fit déborder le vase, c'était la Géorgie qu'on a voulu intégrer à l'OTAN. Donc là, il a dit stop. Et de là, les relations commencent à se détériorer avec le chapitre de l'Ukraine en 2014 et l'annexion de la Crimée, et puis avec la guerre en 2000. Donc Poutine, au début, avait des volontés de se rapprocher de l'Occident. L'Occident ne l'a pas rejeté, mais lui a fait comprendre que, quels que soient ses efforts, l'Occident avait un chemin à poursuivre parce que l'Occident, il faut le rappeler, n'a pas intérêt à avoir une Russie trop forte, une émanation de l'Union soviétique, mais en même temps, il n'a pas intérêt à avoir une Russie trop faible. Avec son arsenal militaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Occident ne se dit pas maintenant il faut arrêter parce que ce conflit a coûté trop cher à tout le monde? Alors la Russie, on vient d'en parler, l'Ukraine c'est considérable, et les autres pays occidentaux, et vous et moi aussi, parce qu'on a tous quelque part payé une part de ce conflit avec le renchérissement de l'énergie ou des céréales et j'en passe. Non, en fait, les grandes puissances ne raisonnent pas comme ça. Les grandes puissances disent une chose et font le contraire. Aujourd'hui, c'est une guerre qui porte à beaucoup de gens. Et
c'est une guerre presque existentielle dans les deux camps. Celui qui va capituler va modifier l'ordre mondial. Ok, si la Russie capitule, on lui fera payer très cher, et l'histoire l'a montré. Si l'Occident capitule, je ne parle pas de la Russie, hein, vous l'avez remarqué, la Russie n'est qu'un paravent. Si l'Occident capitule, ça veut dire qu'ils reconnaissent l'hégémonie de la Russie sur l'Europe. Donc, entre ce que les dirigeants disent de façon micro et ce qu'ils font réellement, parce que s'ils voulaient arrêter cette guerre, ils l'auraient arrêté il y a longtemps. Un peu de concession par-ci, un peu de concession par-là. Et on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus globaux. Ils se jouent sur plusieurs fronts. Chacun utilise cette guerre pour alimenter ses réseaux, pour alimenter ses alliances et pour affaiblir l'autre camp en face. Donc, je ne pense pas qu'on aboutisse rapidement à une solution de paix parce que les positions sont diamétralement opposées. Tout ce que réclame la Russie est refusé catégoriquement par l'Ukraine. Donc, il n'y a même pas un terrain d'entente. Est-ce que vous pensez aussi, et c'est vraiment la toute dernière question que je peux vous poser malheureusement parce que le temps nous est compté, est-ce que vous ne pensez pas aussi que finalement cette guerre a duré, que les Occidentaux se sont largement engagés en faveur de l'Ukraine, aussi parce qu'il y a eu l'émergence du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a su avoir une communication assez extraordinaire depuis 4 ans? Écoutez, alors encore une fois, ce n'est pas le problème est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que la volonté des Occidentaux d'encercler la Russie dans un corridor par les pays de l'OTAN et bien avant Zelensky. Donc Zelensky, effectivement, était un acteur principal dans cette guerre, mais pas le seul. Et je pense que même s'il n'y avait pas M. Zelensky, s'il y avait quelqu'un d'autre, la Russie avait un allié en Ukraine qui retardait cette guerre. Maintenant que l'Occident a réussi à placer Zelensky, bon, la guerre a éclaté parce que la Russie s'est sentie menacée. Mais indépendamment du personnage de Zelensky, effectivement, c'est une guerre qui allait éclater à partir du moment où on a franchi la ligne rouge qui est l'annexion l'adhésion de l'Ukraine à l'autre. Merci beaucoup Nabil Adel. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA. Merci d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV.